le déclin éducatif, en fait, en France à venir. Médian, ça sera vers 2030. Mais un déclin éducatif qui est partagé par toutes les classes. Encore un signe d'homogénéisation. Et puis je note le décrochement de l'intelligence et du niveau de diplôme. Et donc j'évoque dans mon livre l'augmentation. Je pense qu'il y a dans les politiques sociales qui sont menées, et même dans l'histoire de la retraite universelle, un élément de sadisme politique. Mais alors quoi, c'est du ressentiment l'une des thèses centrales de mon bouquin. C'est du ressentiment qui guiderait cette réforme des retraites et, oui, bien c'est sûr, tout. mais évidemment, puisque dans un contexte... C'est vrai que l'action, parfois, est plus difficile à expliquer parce qu'on est dans la complexité des sujets et que c'est plus compliqué que de faire des promesses sur un coin de table qui parfois s'apparentent, et moi j'ose le mot, à un certain populisme vert qui vise à faire croire que tout serait faisable du jour au lendemain très facilement. Brune. Les Gilets jaunes ont eu 70% d'opinions favorables et qui ont duré jusque très tard dans les violences de la rue. Donc c'est le contraire. Peut-être c'est la classe ouvrière d'après. Les Gilets jaunes. Emmanuel Todd, on se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer les luttes de classe en France au XXIe siècle. Votre dernier ouvrage qui est publié, je crois, c'est aux éditions du Seuil. Vous avez beaucoup cité votre éditeur, quand même, Emmanuel Todd. Non, mais vous m'y avez contraint parce que j'étais confronté à un système pluraliste. Ah voilà, vous êtes dans la fausse conscience par rapport à votre éditeur. Il est 8 heures. Moi, je suis dans la névrose, c'est beaucoup plus fort. Le biais politique, Frédéric Seyss, existe-t-il un populisme vert? Oui, la notion de populisme tout court fut beaucoup utilisée ces dernières années, de manière parfois un peu fourre-tout, tant pour désigner Donald Trump que Jean-Luc Mélenchon, tant pour qualifier les Gilets jaunes que Boris Johnson. Et notre invité Emmanuel Todd a lui-même subi ce saut infamant à plusieurs reprises. Mais jusqu'à présent... Pour être né dans l'establishment, c'est un peu dur pour moi. Mais jusqu'à présent, à ce terme de populisme, on n'avait pas encore accolé l'adjectif vert. Populisme vert, c'est chose faite désormais avec la ministre Brune Poirson. Plus précisément, la secrétaire d'État à l'écologie affirme voir se développer en France un populisme qui instrumentalise l'angoisse liée au changement climatique. Écoutez, c'était hier sur France Culture dans le journal de 12h30. C'est vrai que l'action, parfois, est plus difficile à expliquer parce qu'on est dans la complexité des sujets et que c'est plus compliqué que de faire des promesses sur un coin de table qui parfois s'apparentent, et moi j'ose le mot, à un certain populisme vert qui vise à faire croire que tout serait faisable du jour au lendemain très facilement. Brune Poirson interrogée par Anne-Laure Jumet et Stéphane Robert. Alors avec ce concept de populisme vert, Brune Poirson ne nous facilite pas la tâche. On l'a vu, populisme est un terme assez difficile à définir, mais le mot vert l'est presque autant, surtout dans un contexte où tous les partis se disent verts, attachés à l'écologie. Alors tentons d'y voir plus clair. La ministre développe sa théorie dans les pages du Figaro. Selon elle, ce populisme vert se divise en deux courants. Celui qui utilise l'écologie comme excuse pour casser le système actuel, dit-elle, en particulier l'extrême gauche, d'après Brune Poirson, qui range d'ailleurs dans le lot les Insoumis et Europe Écologie Les Verts. Deuxième variante de ce populisme vert, celui qui promeut l'écologie du repli, dit-elle, qui veut renfermer la France sur elle-même, selon Brune Poirson. Alors comment comprendre cette théorie? Bien sûr, il y a d'abord un brin d'électoralisme, Guillaume, à l'approche du scrutin municipal, au moment où les écologistes sont crédités de très bons scores. Le gouvernement tente de contenir cette vague. En caricaturant, il s'agit de la bataille pour les CSP+, pour les ménages aisés et urbains qui ont largement voté Macron en 2017 et qui pourraient cette fois-ci glisser un bulletin écolo dans les urnes. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts sera la tête de turc de ces prochaines semaines. Marine Le Pen les appelle même les rouges verts. En somme, le couteau entre les dents et le quinoa dans l'assiette, si l'on résume. Les cadres du Rassemblement national utilisent, eux, l'expression Khmer vert dans un processus qu'on pourrait appeler la polpotisation de l'adversaire. Rien de très réjouissant pour le niveau du débat public, mais une fois que l'on a dit ça, qu'on a cerné les circonstances électorales de ces déclarations, il n'en reste pas moins que le concept de populisme vert nous donne à réfléchir. Et alors justement, est-ce que ces deux mots, populisme et vert, vont-ils bien ensemble, Frédéric? C'est vrai qu'ils ont l'air contradictoires, on dirait de prime abord un oxymore si l'on pense que l'écologie semble éloignée du populisme dans ce qu'il suppose d'égoïsme ou plutôt de côté expéditif, démagogue, simpliste. Penser aux générations futures, à la santé de la Terre, à l'état de la couche d'ozone, c'est refuser de ne s'intéresser qu'à soi et qu'à l'immédiat. Mais la prise de conscience large de l'urgence écologique fait intervenir un nouvel élément, la peur. Et la peur est un sentiment très politique, un filon qui s'exploite, une manière de convaincre par l'émotion. Pensez au rôle
qu'a joué la peur de l'insécurité lors de la présidentielle de 2002 par exemple, ce sentiment est un terreau propice bien sûr aux promesses à l'emporte-pièce. L'annonce de l'apocalypse, qu'elle soit sécuritaire ou environnementale, suscite forcément son lot de prophètes et de démagogues, de candidats qui promettent face à la crise écologique de raser gratis. C'est d'ailleurs ce dont Brune Poirson accuse l'opposition. Jean-Luc Mélenchon, piqué au vif d'être ainsi traité de populiste vert, lui a d'ailleurs vertement répondu hier soir à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors, je veux bien que vous me qualifiez de populiste vert. Après tout, ne le suis-je pas déjà de toutes sortes de manières extravagantes? Ça me fera un habit de plus. Mais oui, nous devons interdire l'usage du plastique dans un délai d'urgence. Nous croyons à l'État, à la contrainte, à la loi. Madame, confiez-moi les clés du camion et vous allez voir si je ne suis pas capable de le faire en l'espace d'1 an et peut-être même moins. Alors en désignant ces oppositions comme celle du populisme vert, le gouvernement s'attribue in fine le monopole de la rationalité sur cette question et le leader insoumis de son côté, Jean-Luc Mélenchon, met en avant son concept de planification écologique. Comme un signe du temps, le Rassemblement national promeut de son côté le localisme contre la mondialisation. Le Parti socialiste a agrémenté de vert son logo de la rose et milite pour une taxe carbone européenne. Dans le champ syndical, la très productiviste CGT tisse maintenant des alliances avec Greenpeace. Bien sûr, chaque citoyen jugera de la sincérité de ces conversions, mais c'est peut-être tout de même l'un des progrès collectifs de ces dernières années, au moins dans les discours, désormais dans la vie publique, de même que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer la planète. Merci Frédéric Seyss, on retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr, 8h22. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Emmanuel Todd des luttes de classe en France au XXIe siècle. C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Une réaction sur le vote écologiste? Ça m'a beaucoup intéressé, mais au 2e degré. C'est l'attitude de la ministre, en fait. Parce que dans mon livre, j'étudie le déclin éducatif, en fait, en France à venir. Médian, ça sera vers 2030. Mais un déclin éducatif qui est partagé par toutes les classes. Encore un signe d'homogénéisation. Et puis je note le décrochement de l'intelligence et du niveau de diplôme. Et donc j'évoque dans mon livre l'augmentation, j'évoque le réarmement intellectuel des catégories sociales dites inférieures, les leaders gilets jaunes en tête, et j'évoque aussi l'augmentation incessante du taux de crétins diplômés dans le haut de la structure sociale, et au gouvernement en particulier. Et je suis très heureux d'en avoir une illustration ce matin par les paroles de cette ministre qui doit être mise dans ce modèle général du tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de commenter. Je veux dire, on pourrait même intégrer les réactions de Mélenchon. Je veux dire, tout ça évoque un État. Alors là, ça évoque plutôt une fausse conscience qui est en train de se désintégrer dans l'absurde. C'est qu'on est en train de passer de la fausse conscience vue par Marx à une sorte de délire du type Père Ubu. Il va falloir que vous explicitiez à nouveau ce que vous évoquez par mais vous vous rendez bien compte que tout ce qui a été dit n'a aucun rapport avec les situations. La situation, c'est la baisse du niveau de vie, c'est le problème de la retraite qu'on dit universelle, mais qu'on pourrait appeler aussi bien, je dirais, le minimum vieillesse pour tous. On n'a pas le droit de parler d'écologie ? Comment? Mais j'admets ne pas avoir une très forte conscience écologique, mais mêler l'écologie à ce débat, placer ensemble, le mot oxymore a été employé, tout mélanger, je veux dire, c'est le signe. Mais si vous voulez, le système politique français, c'est ce que j'explique dans mon livre, on a des gens qui se présentent comme anti-lepénistes pour protéger la démocratie et qui font comme si la démocratie représentative existait toujours. Mais depuis l'entrée dans l'euro, et avec les règles commerciales de l'Union, il n'y a plus de démocratie représentative. Pourquoi ? En France, parce que le président, le gouvernement, l'exécutif et les députés n'ont plus le pouvoir de changer la gestion économique. Donc, en un certain sens, les gens se trompent. Ils pensent que la démocratie, c'est voter et parler librement. Ça, on l'a encore. Vous m'avez invité. Donc, je peux dire ce que je veux, me semble-t-il. Mais la démocratie, c'est quand on peut agir. Et donc, toute la vie politique, depuis Sarkozy, n'est plus qu'une vaste comédie. Mais pourquoi c'est une comédie, par exemple, la réforme des retraites? Non, alors là... Emmanuel Todd, c'est pas une décision du gouvernement? C'est une décision, mais c'est voilà. Alors, le gouvernement, dans ce contexte, ne peut faire que deux choses, puisqu'il ne peut pas vraiment agir positivement en économie. Il peut nous parler de l'islam, hein,
c'est-à-dire nous parler de problèmes religieux qu'il exagère énormément. Macron a innové en mettant les Juifs au cœur du débat, en accusant les Gilets jaunes d'être antisémites. C'est ce que j'appelle l'antisémitisme, Macron qui l'a fait. l'antisémitisme Enfin, vous 2.0. Dans mon livre, il y a une dénonciation du nouvel antisémitisme. Vous considérez que les Gilets jaunes ont été accusés à tort d'antisémitisme, mais je n'ai pas entendu Emmanuel Macron le faire. Mais continuez. Non, défendre les Juifs dont personne ne parle, c'est mettre la question juive au centre du débat. Il y a quand même eu une augmentation. Non, j'ai la courbe dans le bouquin. Mais moi, j'ai pas d'augmentation. Attendez, Emmanuel Todd, Elle est dans le bouquin. Il faut que je réussisse quand même à vous poser je voudrais terminer de temps en temps des sur questions la possibilité de l'action du gouvernement. Donc nous sortons de l'illusion identitaire et qu'est-ce que le gouvernement peut faire économiquement ? Le gouvernement peut gérer la baisse du niveau de vie. Et gérer la baisse du niveau de vie, alors il peut continuer d'appliquer les recettes néolibérales, flexibiliser le marché du travail, etc. Il peut organiser la baisse du niveau de vie. Et l'une des hypothèses que j'ai dans mon livre, c'est ce que j'appelle le modèle aztèque, c'est que la classe dirigeante française, elle est dominante en France, mais elle est impuissante économiquement, elle est ridicule à l'échelle internationale. J'ai un petit graphique sur le nombre de milliardaires par pays. On est très bas, hein. On en a quelques-uns, mais on est très bas. Et je soupçonne notre classe dirigeante, surtout depuis l'histoire des Gilets jaunes, d'être dans un grand état de désarroi spirituel, d'être malheureuse, impuissante. Et sa seule possibilité, en fait, c'est se venger sur le peuple français. Donc je pense qu'il y a dans les politiques sociales qui sont menées, et même dans l'histoire de la retraite universelle, un élément de sadisme politique. Mais alors quoi, c'est du ressentiment de mon bouquin. C'est du ressentiment qui guiderait cette réforme des retraite et c'est tout. Mais évidemment, puisque dans un contexte, je veux dire, tout le monde le sent bien, tout le monde le sent bien. Aujourd'hui, on est en train de... Le gouvernement, hier, je vois que ça évolue encore, est en train de se... frotter les mains de ce que les employés de la SNCF et du métro, épuisés financièrement par une grève très longue, repartent en marche et pensent qu'ils ont gagné, donc ça va les mener à d'autres erreurs et à d'autres violences. Puisque je pense que le mode de fonctionnement de la société française, actuellement, c'est une violence qui vient d'en haut, une contre-violence qui vient d'en bas. C'est une erreur. Je veux dire, je voudrais, de même que j'ai remercié les Gilets jaunes dans cette émission même, sans doute, ou dans une autre. Je ne vais pas peu il y a quelques mois. Voilà. Je voudrais remercier les cheminots et les gens de la RATP d'avoir conscientisé la société française au problème des retraites. C'est grâce à eux que maintenant, tous les Français savent qui sont... La vie en France, avant, c'était... On est dans un monde dur économiquement. On entre sur le marché du travail. On essaye de survivre. Plus ou moins bien selon le niveau de diplôme. Mais il y avait cet horizon du refuge de la retraite. Une sorte d'endroit où la guerre était finie et on allait avoir quelques années paisibles. Et ce que nous promet Macron et sa fine équipe, je veux dire, c'est l'anxiété économique jusqu'à la mort. Alors, ce n'est pas exactement le discours du gouvernement Emmanuel Todd, puisqu'il dit que le point d'indice sera fixé et contrôlé par... Écoutez, ne reprenez pas le discours du gouvernement, ils ont tous les moyens d'opinion. J'ai un tout petit moment d'antenne. Non, mais vous je voudrais dire... Mais il faut quand même que ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Si on a détruit le système industriel français, si on est dans un pays qui s'appauvrit, on va devoir gérer cet appauvrissement. Donc toute cette histoire est une vaste escroquerie, si vous voulez. Et les gens le savent et ils n'en sortiront pas. Et on va vivre là-dedans jusqu'à la prochaine présidentielle. Alors, est-ce qu'il s'appauvrit ? Non, mais oui, mais alors j'aimerais quand même que vous m'expliquiez. Est-ce que c'est la France qui s'appauvrit et du coup, on répartit les fruits de cette pauvreté, donc il y a moins de retraites parce qu'on se paupérise, ou bien est-ce que le gouvernement fait preuve de ressentiment contrairement à son discours, parce que son discours consiste à dire la valeur du point sera fixée et les agriculteurs, par exemple, bénéficieront de meilleures retraites. Non, Emmanuel Todd. Alors dans cette vidéo, on explore l'analyse d'Emmanuel Todd sur la structure sociale française. Contrairement à l'idée d'un pays fracturé par l'immigration ou les inégalités, Todd parle d'une homogénéisation de la pauvreté à l'exception d'une élite financière. Il identifie 4 classes sociales majeures et met en lumière une nouvelle fracture au sein du prolétariat entre votre extrême droite et mobilisation populaire type gilet jaune. Cette approche soulève donc des questions clés comme
La France est-elle en train de perdre sa conscience de classe? Vers quel modèle politique s'oriente-t-on vraiment? Et qu'en est-il donc de l'avenir des mouvements sociaux? Abonnez-vous pour ne rien rater donc des prochaines vidéos d'actualité politique et rejoignez le débat en commentaire. À tout de suite.